Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée La fin des avions. Alors pourquoi pourrions-nous connaître la fin des avions, Jamy? Eh bien tout simplement parce que l'aviation, comme la plupart des activités humaines, émet des gaz à effet de serre. Et comme vous le savez, ça réchauffe la surface de notre planète, qui a déjà pris 1,2 degré depuis la révolution industrielle. Ça modifie le climat, ça fait des incendies plus fréquents et des sécheresses pareilles. Là où il pleut beaucoup, ça fait des inondations plus fréquentes aussi, plus intenses. Ça entraîne la mort du corail qui, avec d'autres choses comme la surpêche ou la pollution plastique, pourrait faire entraîner la disparition, je veux dire, des poissons des océans dans les décennies à venir. C'est la propagation de vecteurs de maladies comme le moustique tigre qui véhicule le Zika ou le paludisme et qu'on retrouve en France. C'est aussi des conditions de vie qui se dégradent tellement à certains endroits que les populations partent. C'est ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. Et d'après l'ONU, les réfugiés climatiques pourraient être 250 millions d'ici 2050, quand d'autres sources annoncent plus du milliard. C'est pourquoi les 197 États membres de l'ONU ont validé tous et toutes à l'unanimité le texte de l'accord de Paris sur le climat qui vise à limiter le réchauffement nettement en dessous de 2 degrés et même si possible à 1,5. Et ça fait une différence énorme ces 0,5. Juste pour vous donner un ordre d'idée, à 2 degrés, il y a 2 fois plus d'espèces en danger qu'à 1,5. Les conséquences sont exponentielles de la température, donc il faut vraiment limiter le réchauffement le plus bas possible si on veut garder les conditions de la vie sur Terre. C'est pour ça que ce texte a été largement signé ensuite par tous les pays, sauf des petits malins, et que ce qui en fait aujourd'hui le texte le plus largement et le plus rapidement adopté par l'humanité. Alors, nos politiques, ils ont demandé aux scientifiques concrètement, ça veut dire quoi limiter le réchauffement à 1,5 degré? La réponse, elle est simple. En partant des 40 milliards de tonnes de CO2 émises par l'humanité juste avant Covid, là, 2019, on va dire, eh bien, il faut faire décroître ça, nos émissions, là, chaque année, pour qu'elles arrivent à net zéro en 2060. Et avec la pandémie de Covid-19, ces émissions, elles ont commencé à réduire en suivant cette trajectoire. Il se trouve d'ailleurs que la pandémie de Covid-19, elle a été largement répandue au monde entier par avion, comme on le voit sur cette vidéo qui suit les différents génomes du virus. C'est pourquoi tous les avions ont été maintenus au sol, et ça nous a permis de nous rendre compte d'une chose, c'est que les avions, on peut les arrêter du jour au lendemain, ce qui n'est pas le cas de l'agriculture ou des camions qui livrent les supermarchés encore. Et pour cause, les avions, en fait, on se rend compte que c'est principalement les riches et qui l'utilisent, et surtout pour partir en vacances. Ça faisait d'ailleurs grincer les dents les gilets jaunes, parce qu'ils disent, mince, pourquoi on taxe pas le carburant pour partir en vacances, alors que le carburant, nous, qu'on utilise tous les jours pour nos voitures, on paye énormément de taxes dessus. Les écolos, eux, ils pointent que aux passagers kilomètres ou aux passagers heure, l'avion est le transport le plus émetteur de gaz à effet de serre. Et pour toutes ces raisons-là, on pourrait prendre la décision de laisser les avions dans les musées à partir de maintenant. On ferait aussi la même chose pour les voitures. Et ça nous permettrait de nous rendre compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, on travaille pour être capable de se payer la voiture qui nous conduit au travail. Ou on travaille aussi pour se payer les vacances qui nous permettent d'oublier le travail. Bon, la solution elle est simple, on n'a qu'à travailler vachement moins. Et oui, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est dans une société de consommation qui veut dire qu'il faut produire et donc travailler. Si on consomme moins, on travaille moins. Tout simplement, donc on pourrait casser cette image-là et découvrir quoi derrière? Découvrir qu'un monde durable sera forcément plus agréable à vivre qu'aujourd'hui. C'est un monde dans lequel on aura plus de temps libre et on le passera avec nos proches. Ça tombe bien parce que c'est exactement ce à quoi les Français aspirent d'après différentes enquêtes. Et d'ailleurs, les enquêtes montrent que ce qui rend les gens le plus heureux, le premier facteur de bien-être et de bonheur des gens, de satisfaction de la vie, c'est le temps passé avec ses proches. Et les avions et tous les transports rapides, en fait, ils nous éloignent de nos proches. Or là, ça va être l'occasion de se rapprocher, voilà, de faire un monde super cool et agréable à vivre. Un monde dans lequel il fera tellement bon vivre qu'on n'aura même plus envie de partir en vacances à l'autre bout du monde. Et quand bien même, on aurait le temps de le faire. On pourrait prendre les semaines qu'il faut pour traverser un océan en voilier, et on le ferait avec la marine à voile remise au goût du jour, avec tout le confort moderne. Regardez-moi ce voilier quand même, ça en jette. On pourrait aussi se rendre compte d'une chose, c'est qu'on part à l'autre bout du monde pour voir des choses qu'on a chez nous. Rien qu'en France, si vous voulez voir des paysages de western, vous allez au Sentier des Ocres dans le Languedoc. Pour voir la Cappadoce en Turquie, vous avez le site des Orgues dans les Pyrénées. Le palais du facteur cheval, ça vaut bien un temple indien. L'archipel des Glénans, pareil, c'est difficile de le distinguer avec Tahiti. Ou les gorges du Verdon et les eaux cristallines des Calanques, ça vaut bien un lagon dans les Philippines.
sans même parler de tous les châteaux de la Loire, de tous les musées du patrimoine culturel. Bref, la France c'est le pays le plus visité au monde, donc avant d'aller ailleurs, peut-être commencer à apprendre à connaître votre propre pays. Et ce raisonnement il est valable même si vous n'êtes pas en France. Chaque pays regorge des trésors, donc explorez les trésors de votre pays avant d'explorer peut-être le monde entier. Pour les ingénieurs qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire dans un monde justement où il n'y aurait plus d'avions, hein, les ingénieurs dans les avions, vous avez le défi avion à pédale. Depuis 1988, là il y a 119 km qui avaient été parcourus, c'est un record, juste à la force des mollets. Et ce record-là, c'est autant une prouesse technologique qu'un exploit sportif. Eh bien, dans un monde, en tout cas, dans un monde où on va faire beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre, il va falloir tout optimiser. Si on veut continuer à voler, il y a vraiment des trésors d'intelligence à redoubler. Donc rassurez-vous, vous allez avoir du travail. Un monde sans avion de ligne, c'est aussi un monde dans lequel on continue à voler, avec des sports aériens sans CO2, comme le parapente ou le deltaplane. Et puis les avions, ils ne rentreront pas tous dans les musées, donc il y en a certains, il faudra bien les reconvertir en quelque chose. On pourrait peut-être s'inspirer de ce qu'a fait cet Américain, où il a reconverti un Boeing 727 en habitation. Voilà, donc si on continue avec les avions, probablement on continuerait avec tout le reste de la société de consommation, puisque c'est un peu l'apanage de la société de consommation, les avions. Et donc on aurait un climat qui changerait tout le temps, qui serait ultra désagréable à vivre, alors qu'on pourrait très bien construire un monde plus agréable, dans lequel il n'y aurait certes pas d'avions, de lignes, mais il y aurait justement du deltaplane, du parapente, tout ce que je vous ai raconté. Et ce serait beaucoup plus agréable. Donc c'est tout ça que je vais vous raconter. Alors qui je suis pour vous raconter ça? Moi je suis ingénieur aéronautique à la base, diplômé de l'école Supaéro en 2007 et de l'école du pétrole et des moteurs, de l'Institut français du pétrole en 2008. Pendant 8 ans, j'ai travaillé en recherche et développement dans les transports pour toujours réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et dans ces 8 ans, j'ai notamment fait 1 an et demi pour les avant-projets Airbus. Et puis, depuis 2009, je fais de la vulgarisation scientifique sur tout ce qu'il faut savoir pour changer le monde, aussi bien sur la partie technique, sur l'énergie, sur le climat, que sur comment on fait passer les gens à l'action et on change les comportements. C'est tout ce que je vais vous raconter sur cette chaîne-là. Et on va commencer déjà en parlant des avions. Le plan que je vous propose, c'est déjà de voir à qui et à quoi sert l'avion, ça ce sera de la sociologie. Pouvons-nous être heureux et heureuses sans les avions? On va mettre un brin de neurosciences. Pourquoi est-ce qu'on vient réduire les émissions de CO2 des avions? Là, ce sera de la technologie, de l'ingénierie, même de la réflexion de manière générale. Ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Et cette vidéo, c'est la première partie de 2 vidéos. Et dans la suivante, je vous raconterai à combien l'avion contribue-t-il vraiment au réchauffement, parce qu'il n'y a pas que le CO2 dans la vie. Est-ce que c'est le transport le plus émetteur de gaz à effet de serre? Comment réduire ces émissions? Et finalement, est-ce que c'est la fin des avions ou le début d'un monde plus agréable? Ça, ce sera la partie 2. Alors, c'est parti pour la partie 1. À qui et à quoi sert l'avion? Eh bien, je vous mets juste un petit commentaire. Je vous mets dans chaque slide, à partir de maintenant, vous l'avez déjà peut-être vu même avant, toujours les sources. Là, carrément, voilà, vous avez une URL, vous rentrez, vous allez récupérer un PDF, et tout ce que je vous raconte, c'est dans ce PDF-là. Là, c'est l'enquête nationale des passagers de l'aérien 2015-2016, c'est la DGAC qui fait ça. S'il y a des fautes, s'il y a des choses que j'ai mal comprises ou mal citées, eh bien vous me le dites dans les commentaires et je modifierai. Et je mets dans la description aussi, là, j'ai mis lisez l'erratum dans la description pour les corrections si nécessaire. Voilà, parce que je vais aussi vous parler beaucoup d'esprit critique sur cette chaîne-là. Et mon but, c'est que vous ayez les meilleures informations. Donc voilà, donc là tout de suite mettez en pause, regardez dans la description l'erratum, voir si je me suis corrigé de certaines choses. Ceci étant dit, donc je reprends. Donc cette enquête-là, elle nous dit quoi? Elle nous dit, elle a été faite quand même sur 42 000 personnes dans 12 aéroports français. Et elle nous donne notamment le lieu de résidence des personnes qui atterrissent ou décollent d'un aéroport français. Et elle nous dit que ces gens-là, en fait, c'est 8% des gens qui résident à Paris. Si on élargit à l'Île-de-France, ça fait 20%, et à la France entière, ça fait 59%. Donc les gens qui passent par les aéroports français résident principalement en France. Et si on continue après la liste des pays, du celui qui est le plus représenté au moins représenté, on voit qu'on arrive à un total pour l'Europe de 80%. Il faut juste retirer l'Algérie et les États-Unis. Et tous les autres pays, là, la somme de tous les autres pays, chacun des autres pays fait moins de 0,6% du total. Donc les touristes qui viennent de Chine, c'est moins de 0,6% du total. Pareil pour le Japon, etc. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est que l'avion, en tout cas les avions en France, qui transitent par la France, ils servent principalement à des Européens et Européennes à voyager. À voyager où d'ailleurs, quand on regarde les destinations, c'est principalement en Europe.
Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Oui, on voit que là sur ce graphe, enfin sur cette infographie, on voit que les cadres supérieurs sont surreprésentés dans les passagers et passagères du trafic aérien par rapport à ce qu'ils sont réellement dans la population française. Et à l'inverse, les ouvriers et ouvrières sont sous-représentés. Si on fait une règle de 3, là, un produit en croix sur ces 4 chiffres, on trouve qu'un ou une cadre supérieure vole 17 fois plus en moyenne qu'un ou une ouvrière. Donc les avions, c'est surtout pris par les personnes les plus riches, ce que vous voyez d'ailleurs clairement sur ce graphique-là, qui vous montre la richesse par personne, là, le produit intérieur brut par personne, en milliers de dollars par personne et par an, en parité de pouvoir d'achat, pour que tous les pays soient réellement comparables, hein, parce que 1 euro en France ou 1 euro en Turquie, ça ne permet pas d'acheter les mêmes choses. Donc là, c'est pris en compte là, dans le calcul, pour vraiment, c'est à pouvoir d'achat égal, pour acheter les mêmes choses. Et donc voilà, on voit le nombre de kilomètres en avion par personne et par an, et on voit que plus le temps a passé avec les années qui sont affichées là, c'est un point par année là depuis 1990, plus le temps a passé, plus les gens sont riches et plus les gens voyagent, et c'est extrêmement bien corrélé. Pour les gens qui savent ce que c'est, le R carré il a plus de 99% quand même, hein. Donc c'est pas mal. Donc regardez, pareil, regardez dans la description, je vous mets aussi un fichier, toutes les sources, chaque graphe d'où il vient, comment je l'ai construit, je vous mettrai même le fichier Excel qui m'a permis de construire tout ça, et même si vous êtes sage dans les commentaires, je vous mettrai même le PowerPoint. Alors, voilà, donc, oui, pourquoi je vous montre cette carte-là? Juste sur la diapo d'avant, on voyait que la moyenne mondiale du nombre de kilométrages fait par personne et par an, c'était 1100 km par personne et par an en avion. Et en fait, c'est rien pour l'avion, hein, parce que ça, c'est le monde centré sur la France. Pareil, en description, je vous mets comment construire cette carte centrée sur n'importe lequel des points. Là, si vous voulez construire cette carte là autour de Honolulu, vous voyez, elle est déformée pour que, quand on mesure la distance depuis le point rouge, là, bah, ici, je l'ai centré sur Paris, par exemple, et bien voilà, on est bien à la même distance, là. Donc, par exemple, si vous faites un aller-retour Paris-Tokyo, c'est 19 000 km. Donc vous voyez que là, le français, la française moyenne, enfin pardon, l'être humain moyen fait 1100 km par an en avion. En fait, ce qui se trouve, comme on l'a vu, plus on est riche, plus on voyage, c'est qu'il y a l'écrasante majorité de la population qui n'a jamais voyagé en avion, un bon 80% de la population mondiale. Et ensuite, on a, en fait, on a une personne sur 5 qui voyage un petit peu en avion, ou beaucoup pour les autres, quoi. Si vous faites ne serait-ce qu'un truc comme un Paris-New York, là, 12 000 km, vous faites ça tous les ans, eh bien vous voyagez comme plus de 10 personnes en fait. Vous voyez le truc. Donc en fait, il y a une toute petite minorité qui voyage énormément, qui fait le total pour tout le monde, quoi. Donc voilà, plus on est riche, plus on voyage. Donc ça, on a vu à qui servait l'avion. Maintenant, à quoi il sert concrètement? Si on regarde les motifs que les gens ont de prendre l'avion, on voit même l'évolution. Depuis 1974, enfin en 1974, on volait très peu et on volait surtout pour raisons professionnelles. On volait 6 fois moins, et c'était surtout pour des raisons professionnelles. Et aujourd'hui, donc c'est 6 fois plus que 1974, et c'est surtout pour raisons personnelles, pour le motif privé. Si on regarde, donc à 72%, si on regarde de quoi se composent les 28%, c'est 25% de professionnels, de congrès, de conférences. Alors franchement, j'ai fait 8 ans dans l'industrie, donc je sais ce que c'est, hein. Les professionnels, c'est quoi? C'est on va quelque part en France ou quelque part en Europe, ou peut-être même plus loin, mais pour se mettre dans une salle de réunion pour faire un truc qu'on aurait pu faire en visioconférence. Exactement pareil pour les congrès. Les seuls trucs où vraiment il y a besoin de prendre l'avion, c'est si on va inspecter vraiment, je sais pas moi, une ligne de production, l'usine d'un client ou d'une cliente, d'un fournisseur, d'une fournisseuse. Enfin, si on va visiter des locaux et c'est ça vraiment une valeur ajoutée de se déplacer, ok. Juste garde à l'esprit que, comme ce que je vous ai dit en intro, c'est que c'est un monde dans lequel non seulement on fabriquera beaucoup moins de choses, on travaillera moins, et que aussi on va relocaliser les choses. On l'a vu avec la pandémie de Covid-19, avec les masques ou les médicaments, il y a vraiment un besoin de relocaliser plein d'activités. Donc on aura beaucoup moins besoin des avions, et de toute façon le Covid l'a montré, là tout ce que je suis en train de vous dire, du jour au lendemain on a quand même, le trafic a été réduit de 90% au maximum, hein, là du confinement, etc. Donc bref, les avions ne volaient plus, c'est ce qui montre que c'est possible, encore une fois. Alors 3% de scolaires aussi, là, donc 3 plus 25 ça fait bien les 28. Les 3% de scolaires c'est quoi? Moi quand j'étais à Supaéro, c'était pas obligatoire de faire un trimestre à l'étranger. 2 ans après que j'ai été diplômé, il me semble que c'est devenu obligatoire de faire 3 mois à l'étranger. C'est ce que je constate dans plein d'écoles d'ingé, de commerce. Voilà, il y a une obligation de voyager.
Et il y a des Erasmus, des machins, des échanges. Bon, c'est pas nécessaire. Enfin, je veux dire que ça, si vous voulez apprendre une langue étrangère, vous allez dans un quartier populaire, vous discutez avec les populations. Voilà, c'est aussi ça, un monde local, un monde de mixité. Bref, ça aussi, c'est complètement ça a été c'est créé artificiellement et ça pourrait disparaître, hein, cette obligation de voyager pour les études. Bon, 48% de loisirs ou de vacances dans les motifs privés, là, dans les 72%, c'est 48% de vacances et de loisirs, plus 21% de visites aux amis et à la famille, ça j'en parle juste après, et plus 3% d'autres, bon, d'autres motifs. Voilà, donc tout ça, en tout cas, bah, ça pourrait... le truc le plus gênant, on se dit, mais alors, quand on habite loin des gens qu'on aime, comment on va faire? Parce qu'autant les vacances, d'accord, etc., mais finalement, c'est ça le plus emmerdant. J'en reparle juste après, rassurez-vous. Tout ça pourquoi pour dire quoi? Donc la question c'était à qui et à quoi sert l'avion? Donc c'est principalement aux riches européennes et européens à partir en vacances, comme les statistiques le montrent. Alors la question c'est est-ce qu'on peut être heureux et heureuse sans les avions? Alors pour ça, on va regarder, donc c'est ce que je vous disais, la 1100 km par personne et par an fait en avion. Vous voyez l'évolution depuis 1950. Donc on voyage vraiment de plus en plus, et pour l'instant c'est toujours rien, hein, par rapport à la taille du monde et à ce que ça pourrait être. D'où cette croissance exponentielle. Là, l'aviation, elle en est à ses balbutiements, à ses tout débuts, hein. Ouais, on a multiplié la distance qu'on parcourt en avion là, par rapport à 1973 par 6,5. C'est ce que je vous disais avant. Ça vient de là. Or, si on regarde maintenant comment le bien-être, c'est la courbe en pointillé là, comment le bien-être subjectif il a évolué depuis 1973, eh bien on voit qu'il est resté complètement stable, plat. En tout cas pour les 15 pays européens qui sont mesurés par l'Eurobaromètre, ça n'a pas bougé. Donc clairement, ça y est, on a déjà répondu à la question. Est-ce qu'on a besoin des avions pour être heureux ou est-ce qu'on serait... non. Est-ce qu'on serait plus malheureux sans les avions? Non. Voilà. On va rentrer un petit peu plus dans le détail pour se demander, mais alors qu'est-ce qui fait qu'on veut voyager autant? Parce qu'elle est intéressante cette question. C'est juste la pub qui fait ça, hein. Des pubs tout le temps. Bon, ça, une petite pub en plus outrageante de Air France en 2019 qui nous dit que en pleine canicule, hein, l'année dernière, et plus la température monte, plus les prix baissent. Voilà, plus les sièges sont bien au frais, mais à ce prix-là, ils fondent comme neige au soleil. Vu à combien l'aviation contribue au réchauffement climatique, c'est vraiment très malvenu de leur part de faire ce genre de pub. Ils se sont fait d'ailleurs défoncer sur les réseaux sociaux. Bref, mais la pub, ça a un vrai impact. La pub, elle est omniprésente. Moi, à chaque fois que j'allume mon PC, au moins 2 fois par jour, ou quand il se verrouille, voilà l'écran que j'ai. Donc là, c'était celui de vendredi 17 juillet. Ça, c'est celui de lundi, mardi, mercredi. Et voilà, en fait, donc Windows, en fait, ils le font pas exprès. Enfin, je pense qu'ils font pas de la pub pour les avions pour voyager, mais voilà, on baigne dans une culture de toujours plus, de consommation depuis notre naissance, et en fait, tout le monde participe à ce récit-là, de cette consommation, du voyage, de toujours plus, tout le temps, sans s'en rendre compte. Même Windows, en vous montant des fonds d'écran pour faire un truc sympa, quoi. Alors juste petite contre-pub, parce que là, comme ça vous a peut-être donné envie de voyager, hein, ce qui montre que la pub est utile, les petites photos que je fais passer très vite. Juste voilà une pub pour vous, pour vous enlever cette envie de voyager. C'est la capture d'écran du film The Truman Show, pour dissuader Jim Carrey par tous les moyens de partir. Dans l'agence de voyage, ils ont mis un poster avec un avion frappé par la foudre avec marqué «Ça pourrait vous arriver». Voilà. Pour parler de la pub maintenant, à votre avis, à combien de publicités êtes-vous exposé par jour en moyenne? Mettez sur pause, prenez le temps d'y réfléchir, avancez un chiffre, juste comme ça. Combien de pubs vous voyez, vous entendez par jour? Alors la réponse, peut-être qu'elle va vous surprendre, en tout cas elle surprend beaucoup en général, c'est entre 500 et plusieurs dizaines de milliers de publicités par jour et par personne. Oui, je ferai un épisode dédié sur la publicité pour vous expliquer. Là, quand on arrive à plusieurs dizaines de milliers, c'est quand on compte les logos qu'il y a sur les vêtements, sur l'électroménager chez vous, etc. Et c'est nécessaire de le compter parce que ça a un impact sur notre cerveau. Une seule chose que je vais vous présenter quand même dedans, dans cette conférence sur les avions, c'est que la société de consommation, elle crée des désirs complètement artificiels, des désirs culturels, et ça n'est pas des besoins. Pour ça, il y a une étude qui est célèbre qui compare 2 marques de soda, donc de soda au cola. Il y en a une bleue et une rouge. Je suppose que vous imaginez tout de suite desquelles je parle. Et en fait, il se trouve que quand les gens aux États-Unis ils goûtent à l'aveugle, ces 2 marques, ils préfèrent à 75% le soda bleu.
Et à l'inverse, quand on leur laisse le choix de la marque ou qu'on leur dit quelle marque ils sont en train de boire, c'est systématiquement le soda rouge qui est préféré. En tout cas, beaucoup plus. Et donc des neuroscientifiques, là, comme dans la source qui vous est marquée, à McClure en 2004, son équipe, ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que quand on ne sait pas, on préfère l'un, et quand on sait, on préfère l'autre? Eh bien, le soda bleu est préféré en dégustation à l'aveugle parce qu'il active plus la zone des plaisirs du cerveau. C'est ce qu'on voit dans un scanner IRM quand on regarde l'activation du cerveau des gens. A l'inverse, le soda rouge, lui, il est préféré quand on sait la marque et ça active plus la zone de mémoire et des jugements. Donc c'est quand même toujours le soda bleu qui active plus la zone des plaisirs, mais cette zone-là, quand on connaît la marque, elle est mise en sourdine, et finalement c'est l'idée qu'on s'en fait, la mémoire, les jugements qui va l'emporter. Ça a fait conclure aux 2 psychologues qui ont écrit le livre Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, que je vous recommande vivement. Eh bien, ils ont écrit dans ce livre, c'est bien le marketing qui conduit à préférer le soda rouge et non le plaisir éprouvé en le buvant. Et il nous montre dans ce livre comment plus de 70 ans de recherche en psychologie sociale et cognitive et maintenant en neurosciences sont utilisés abondamment par les entreprises pour nous en vendre toujours plus. Alors, est-ce que voyager, c'est un désir culturel, artificiel? Là, il y a plein de gens qui me font en mode comme défécateur fureux, qui me font oui, mais n'importe quoi, l'espèce humaine, d'abord, on a toujours voulu voyager, on a toujours voulu savoir qu'est-ce qui était derrière la montagne, de l'autre côté de la rivière, qu'est-ce qu'il y a là où le soleil se couche, là où le soleil se lève, bref, notre espèce, elle a bien rempli le monde en entier, c'est bien une preuve qu'on a besoin de voyager. Bah, analysons ça avec un regard scientifique et factuel sourcé. On sort d'Afrique en moins 100 000, là vous voyez le trajet qu'on fait, on arrive au détroit de Bering en moins 14 000, puis après au sud de l'Amérique du Sud en moins 11 000. Vous avez les dates, on peut calculer la longueur du trajet, donc on a une longueur et puis on a une durée pour le faire, ben, on peut calculer une vitesse. À votre avis, à quelle vitesse l'humanité a-t-elle rempli le monde? Risquez-vous un chiffre. La réponse arrive, là, la réponse c'est l'humanité a rempli le monde à moins de 400 mètres par an. 400 mètres, c'est ce que vous marchez tous les jours, ne serait-ce que pour aller chercher votre baguette de pain. Hein. Je vous souhaite vraiment de marcher au moins 400 mètres par jour. Hein. Mangerbouger.fr. Hein. Donc voilà, en fait, c'est rien. L'humanité n'a pas conquis le monde, contrairement à ce qu'on entend, on lit des fois partout. C'est une lente diffusion, comme tous les animaux font, en fait. Dès que les niches écologiques sont vides, eh bien, on se déplace petit à petit à petit. C'est venu bien plus tard, ce désir de conquête, là c'est avec la civilisation, et je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Mais en fait, l'humanité, je veux dire que physiologiquement, c'est pas un besoin de voyager, de voir d'autres choses, on s'en fout. On s'en fout et je vais vous le montrer encore plus après. Voilà. Voyager est un désir culturel et non un besoin. Si je regarde l'évolution de la distance moyenne parcourue par personne aux États-Unis, là vous avez la distance, le nombre de kilomètres par personne et par an. Là, c'est exactement la même chose, c'est juste une conversion pour l'avoir en kilomètres par personne et par jour. Eh bien, on voit par exemple qu'en 1900, les gens, ils marchaient 5 km à pied par jour, et puis c'est marre, quoi, il n'y avait rien d'autre. Donc les gens qui, une fois de leur vie, étaient sortis de leur département, c'est le cas en France, en France, là je parle maintenant, eh bien c'est l'exception qui confirmait la règle. Hormis si on fait abstraction du service militaire quand la caserne, elle n'était pas dans votre département, parce que la plupart du temps, elle y était en plus. Je veux dire que les Titanic, avec les 3e classes, Jacka qui va aller aux États-Unis, ou que sais-je moi, comment dire, Christophe Colomb, voilà, l'humanité qui a rempli le monde, tout ça, c'est un récit moderne de notre société de consommation qu'on calque sur le passé pour faire croire que ça a toujours été le cas. Mais factuellement, renseignez-vous, regardez des données, c'est factuellement faux. Notre espèce n'en a juste rien à fiche de voyager si on lui rabat pas par 500 à plusieurs dizaines de milliers de publicités par jour, consomme, voyage, fait des trucs de fou. Sans ça, en fait, on s'en fout complètement, on passerait du temps à chill avec nos potes et on serait beaucoup plus heureux. Je vous invite à voir vraiment cette vidéo là d'écologie rationnelle, l'épisode 10, Faut-il sauver Air France, où il en parle, il nous dit, est-ce que finalement, à la fin, il nous dit, est-ce que c'est pas un désir fait par les publicitaires? Bah, écologie rationnelle, voilà, je te donne des billes, si tu veux faire une vidéo future, carrément, si c'est carrément un désir de publicitaire de voyager. Hein. Et merci beaucoup pour ton travail, écologie rationnelle, j'aime beaucoup ta chaîne et je la recommande vivement. Alors, si vous ne me croyez pas, n'empêche qu'on a vraiment voulu faire ça, là, sur les avions, là, vraiment pousser ce désir de voyager, eh bien, d'où est-ce que ça vient, l'aviation civile? Ça vient de l'aviation militaire. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se disent, merde, mais
On fabrique des avions comme on n'en a jamais fabriqué, on a développé des compétences aéronautiques super, on a les usines, on a tout. Qu'est-ce qu'on va faire à tous ces gens quand la guerre va être finie? Eh bien, on va les reconvertir dans l'aviation civile. C'est ce qui a été fait, et pour encourager ça, ils ont fait signer à beaucoup de pays la Convention de Chicago. La France l'a signée en 1944, en pleine guerre, et la Convention de Chicago, elle vise justement à détaxer le carburant, pour favoriser l'aviation. C'est ça qui fait qu'on ne paye toujours pas de taxes aujourd'hui sur le carburant. C'est la Convention de Chicago de 1944. Il y a 0 TVA sur le carburant des vols internationaux en France. Et il y a seulement 10% de TVA sur le carburant pour les vols nationaux en France. Et sinon, il y a 0 taxe sur les carburants, par ailleurs, qui se rajoute, ce qu'on appelle la TIPCE. Alors que voilà, le carburant automobile, il paye 20% de TVA, et puis il paye une TIPCE, je ne sais plus combien, mais super cher aussi. Et donc voilà, donc ça vient, en tout cas, ça vient de là. Et c'est ça qui fait râler les gilets jaunes, notamment. Donc il y a bien une volonté de développer à fond l'aviation et de faire vouloir aux gens, de leur faire vouloir voyager. Je vous avais dit que je reviendrais sur cette histoire là des 21%, là, parce que comment on fait sans les avions quand on vit loin des gens qu'on aime? Et ça c'est vrai parce que finalement les relations, là, cette conférence TED sur qu'est-ce qui fait une vie réussie, je la commenterai abondamment, donc là je vous l'avais juste, si vous voulez juste aller regarder ce que c'est. Et c'est la plus longue étude qui ait jamais été faite sur qu'est-ce qui rend les gens heureux. Elle a commencé en 1938 et elle a suivi des gens sur toute leur vie, comme vous voyez la photo là, de ce gars-là qui a ses 19 ans à ses 47 ans. Et voilà, ces conclusions sont édifiantes. Ce qui rend les gens le plus heureux, c'est avant tout la qualité des relations avec les proches, plus que l'argent. Et c'est surtout la qualité de relation avec les proches qui fait que les gens sont en bonne santé, qui ont une bonne espérance de vie, ont une bonne mémoire, et aussi, enfin bref, c'est juste génial, plus que l'argent. C'est aussi ce que confirme l'ONU. Dans son World Happiness Report 2020, le premier facteur de bonheur, c'est le soutien de nos proches, suivi par la richesse seulement, et après par plein d'autres choses. Je vais juste parler de ces deux-là, je vais juste parler un peu de la richesse. Qu'est-ce qui fait que les gens sont plus heureux? Si on regarde la satisfaction que les gens expriment, là, ils donnent une note sur leur vie de 0 à 10. Si on regarde ça en fonction des richesses qu'ils produisent ou du revenu qu'ils gagnent, par personne par an, on voit quoi? On voit que la satisfaction, elle augmente dans la vie très 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 fort au début, jusqu'à un seuil là, de 10-40 000 euros par personne et par an. Et ça, c'est dû à quoi? Bah, c'est simple, hein. Si vous êtes SDF, que vous ne savez pas ce que vous allez manger, que vous ne savez pas où dormir, que vous dormez au froid, des fois à la pluie, là au froid en hiver, que vous ne pouvez pas prendre de douche, etc., c'est sûr que gagner un tout petit peu d'argent, ça va mais juste éclairer votre vie, waouh, comme pas possible. Et puis on voit que ça stagne. À partir du moment où vos besoins physiologiques sont satisfaits, bon, ça ne sert plus à grand chose. Les études montrent que voilà, la satisfaction, elle stagne ensuite. Alors, elle croît légèrement, mais vraiment de manière marginale. Et elle croît pourquoi? Juste parce que la société de consommation, comme cette citation nous le dit, la clé de la prospérité économique, c'est de créer de l'insatisfaction. Et oui, parce que les gens satisfaits de leur vie, contents, etc., ils n'ont pas envie de consommer toujours plus. Donc il faut maintenir les gens dans l'insatisfaction, donc dégrader leur bien-être, leur faire vouloir toujours plus de choses pour réussir à leur en vendre. Et on serait plus heureux sans cette société qui dégrade là, plutôt que ça stagne là, là en général c'est vers 7,5 que ça stagne au maximum. Bah, on pourrait se rapprocher vachement plus du bonheur sans créer. Ça c'est toute l'insatisfaction créée qui nous pourrit le truc là, qui nous pourrit notre bien-être. Et puis bah, si vous êtes plus riche, vous arrivez en partie à lutter contre cette insatisfaction, à vous payer certaines choses qui vous sont vendues au quotidien. Mais enfin bon, bref, c'est pas rendre service aux individus de faire ça. Ni individuellement et encore moins collectivement, j'en parlerai abondamment dans une autre vidéo, et puis surtout ça détruit la planète quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la satisfaction elle stagne, ça c'est selon certaines études, parce qu'on a d'autres études qui montrent qu'il y a vraiment un optimum, là autour de ces 10-40 000 euros par personne et par an, et ensuite que le bien-être et la satisfaction décroît quoi. Les gens plus riches sont moins heureux. Et ça c'est notamment dû à quoi? Bah, c'est notamment dû au fait que c'est la qualité des relations avec les proches qui fait, comment dire, qu'on est heureux, on l'a vu, c'est le premier déterminant du bien-être. D'après vraiment l'écrasante majorité des études, hein, le World Happiness Report de l'ONU, c'est une méta-analyse des études sur le bien-être quand même. Hein. Donc c'est quand même assez solide, assez robuste. Bref, donc si c'est la qualité des relations avec nos proches, plus on est riche, plus on voyage, plus on s'éloigne souvent. Et voilà, à cause des transports rapides, nos proches deviennent des loin. Et oui, parce que les proches étymologiquement, là quand je vous parlais des gens qui n'étaient jamais sortis de leur département là, en 1900, c'est ça, hein, les proches et les gens d'autres villages, c'est les gens dont on vit proche, dont on vit à proximité.
Si vous avez des proches à 300 km, désolé de vous le dire, mais vous n'avez plus de proches, vous avez des loins. On n'a jamais vécu aussi loin des gens qu'on aime depuis toute l'histoire de l'humanité. Hein. Notre espèce, elle apparaît en moins 300 000 quand même. Hein. Donc depuis 302 000 ans, voilà, on n'a jamais vécu aussi loin des gens qu'on aime, ni passé aussi peu de temps avec ces personnes-là. Les personnes seules, maintenant, c'est le ménage le plus représentatif en France, d'après l'INSEE. Il y a le taux de célibat, il a doublé en 40 ans. Enfin bref, c'est juste une société individuelle, voilà, de consommation et tout. Bah, c'est pas bon pour le bien-être. Et il y a vraiment des gens, enfin, quand je vous dis c'est à cause des transports rapides que les gens s'éloignent, il y a plein de témoignages qui passent, et questionner autour de vous. Il y a plein de gens, là, moi je me souviens d'une dame là, qui postait sous une vidéo comme ça sous les avions, elle dit mais comment je vais faire sans les avions moi je vis à Bordeaux maintenant, alors, et toute ma famille et tous mes amis ils sont à Lyon. Mais probablement que cette dame-là, elle allait vivre à Bordeaux parce qu'elle a fait le raisonnement suivant que beaucoup de mes amis ont fait, qui sont allés vivre loin, ils se sont dit bah tiens, allez moi je vais vivre en Corée, au Canada ou... Enfin bref, en se disant bah oui, grâce à l'avion je pourrais rentrer. Mais en vrai, on ne rentre pas aussi souvent qu'on pense. Et on passe quand même beaucoup moins de temps avec les gens, avec les amis, avec la famille, que si on était resté vraiment là où ils vivent. C'est juste... J'aimerais bien avoir des statistiques d'ailleurs exactement là-dessus. J'en ai pas trouvé, je vous ai mis ce qui se rapprochait le plus de ça, et questionnez les gens autour de vous, faites-vous votre propre opinion. Si vous avez des choses, mettez-les-moi dedans. Même dans les ratomes, je mettrai des choses aussi, parce que dans toutes mes sources, je mettrai aussi si vous avez des choses qui vont dans le sens ou qui contrecarrent. Hein. C'est très important, essayez de casser ce que je dis aussi, mes sources à l'appui. C'est ça la base de l'esprit critique. Hein. Tant que mes affirmations, elles résistent, elles seront vraies jusqu'à preuve du contraire. Bref, je ferai un épisode dédié sur l'esprit critique, je referme cette parenthèse. Voilà, donc à cause des transports rapides, mais aussi de la téléphonie, d'Internet, c'est pas que les avions, hein, c'est aussi les TGV, les autoroutes, etc., ben on s'éloigne de plus en plus. Et ça c'est pas bon, ça nuit à notre bien-être. Les Français et les Françaises, d'ailleurs, s'y trompent pas. Hein. D'après l'enquête emploi du temps de l'INSEE en 2009-2010, une personne sur deux en France veut plus de temps libre ou plus de temps à passer avec sa famille. Et si on regarde une autre enquête, là, 12 000 répondants et répondantes dans 6 pays développés, il y a 3 personnes sur 4 qui seraient prêtes à réduire leurs déplacements, à privilégier la proximité, et 3 sur 5 qui seraient prêtes à abandonner l'automobile personnelle ou l'avion. Donc voilà, les gens sont prêts. Je sais pas, c'est peut-être déjà votre cas, parce qu'il y a quand même 3 personnes sur 5 qui vont regarder cette vidéo, si vous êtes un panel représentatif, seront prêtes à abandonner l'automobile personnelle ou l'avion. Moi, je fais partie clairement de ces personnes-là. Moi. J'ai plus de voiture depuis 2010, et j'ai plus pris l'avion. Purée, la dernière fois que j'ai pris l'avion... Dans toute ma vie, je l'ai pris 3 fois. Je l'ai pris une fois à 15 ans parce que mes parents m'avaient payé un séjour linguistique aux États-Unis. Enfin voilà, c'était une décision de mes parents. À 15 ans, j'avais pas eu mon mot à dire. À Supaéro, on m'a payé un billet pour retourner. Moi, c'est à Toulouse, Supaéro, et puis moi j'étais en région parisienne. Vous savez, les proches, tout ça. Enfin voilà, on s'éloigne de plus en plus. Pour revoir ma famille à Paris, en fait, Supaéro m'a payé le billet pour aller au salon du Bourget. J'en ai profité pour voir ma famille. Et sous la pression de tous mes potes qui me disaient mais arrête de prendre le train, t'es débile et tout, pour faire un Paris-Toulouse en avion c'est 50 minutes de vol et tout, tu devrais trop le faire. Je l'ai fait une fois, enfin, le vol il a eu 7 heures de retard, j'ai été vacciné, je dis plus jamais je prendrai l'avion. Depuis, et je veux dire, et pour des raisons écolo aussi évidentes, depuis 2009 je vous dis mais c'est hors de question, je peux pas vous raconter des vidéos comme ça et prendre l'avion, donc bref. Donc c'est complètement possible et je vous rassure, je vis super bien, j'ai jamais été aussi heureux. Donc voilà, pouvons-nous être plus heureux et heureux sans avion? Bah oui, carrément. Voyager, c'est un désir culturel qui nous rend marginalement heureux s'il est satisfait, hein, c'est la courbe là qui stagne là, mais il nous rend réellement malheureux s'il ne l'est pas. Si vous voyez tous les gens autour de vous qui voyagent, qui postent les photos sur les réseaux sociaux, si vous voyez tout le temps des reportages sur le bout du monde, etc., et que vous ne le faites pas, ça va vous rendre malheureux. Mais vous auriez été plus heureux si vous n'aviez pas été exposé à tout ça, à ce conditionnement, etc. Et si au contraire, on vous fait une société basée sur la proximité. L'avion, comme tous les transports rapides, ça nous éloigne de nos proches. Ça nuit à notre bonheur, on le sait. Une société durable basée sur la convivialité sera plus agréable qu'une société de consommation. La société de consommation, elle est optimisée pour nous faire consommer. Elle est optimisée pour faire de la croissance exponentielle du produit intérieur brut. Vous savez pas, enfin, comment dire, il faut nous faire consommer de manière exponentielle. C'est-à-dire que chaque année, il faut nous faire consommer plus que la précédente, mais avec un facteur 2% de plus, par exemple avec 2% de croissance, il faut que chaque année, vous consommiez 2% de plus que l'année précédente. Ce qui fait, donc c'est 1,02 fois l'année précédente, donc 1,02 fois au carré 2 années avant, 1,02 fois au cube 3 années avant, etc. Donc c'est vraiment exponentiel. Ça marche pas, quoi. De toute façon,
On est dans une planète avec des ressources finies, c'est juste impossible de le faire. Et en plus, ça détruit la planète, mais c'est pas bon non plus pour notre bien-être. Ça fait deux bonnes raisons complètement indépendantes de changer cette société de consommation. Bon, on arrive à la partie 3. Pourquoi et de combien réduire les émissions de CO2 des avions? Allez, c'est parti mon petit bonhomme. Le CO2, il vient d'où? Il vient du fait qu'on brûle du carburant. À chaque fois qu'on brûle une quantité donnée de carburant, on multiplie ça par 3,16 et on a la masse de CO2 émise par la combustion. Ça fait combien? Si on regarde cette courbe-là, depuis 1990 à 2017, là, chaque année, on est arrivé en gros à 1 milliard de tonnes de CO2 produits par les avions, là en 2017, par l'ensemble des avions mondiaux. Ça vient d'où ça? Ça vient... c'est bizarre, il y a un espèce de paradoxe. Parce que ça, c'est la quantité de CO2 qui est relâchée pour chaque kilomètre parcouru en avion, pour chaque passager. On voit que dans le temps, elle a vachement diminué. Là, rien que depuis 2010 à 2015, elle s'est améliorée de 2,2% par an, en moyenne. Eh bien, ça vient, l'augmentation là de ça vient de l'augmentation des passagers kilomètres. Et c'est ça qui l'emporte là. Eux, ils se sont multipliés par... depuis 2010, ils ont eu un taux de croissance de 5,7% par an en moyenne. Et ce qui fait que quand on combine tout ça, les émissions, elles ont été en croissance de 3,4% par an. Alors pourquoi je vous montre ces courbes? Juste pour un truc intéressant, c'est que, là vraiment tous les ingés vous le diront, c'est que c'est de plus en plus dur de réduire la consommation. Les avions, on ne peut pas les optimiser à l'infini. Il y a un moment où, je veux dire que quand on aura l'avion optimisé, il y a des lois de la physique, on peut pas faire... Il y aura toujours besoin d'énergie pour faire voler un avion. On peut optimiser, mais ça peut pas tendre vers zéro, l'énergie dont il y a besoin. Ça tend vers quelque chose... vers quelque chose qui est là, qui est au-dessus de zéro. Et ensuite, cette énergie-là, il faut trouver un moyen de faire cette énergie-là avec le moins de CO2 possible. Pour l'instant, c'est produit par du carburant qui vient des avions, et tant que c'est le cas, l'OACI, j'en parle dans la deuxième partie de la vidéo, elle nous dit que ce chiffre-là, il va diminuer, il diminue, c'est-à-dire qu'on arrive de moins en moins à optimiser les avions, et nous prévoit que de 2015 à 2050, on ait un taux d'évolution moyen de 1,37% par an seulement. Donc c'est plus de 2,2, mais seulement 1,37. Et au contraire, les passagers, on voit que ça s'accélère. Si on regarde juste depuis, je vais vous montrer sur la graphe d'après, mais de mémoire, là, de 2000, que je dise pas de bêtises, de 2015 à 2018, on a eu 7,3% de croissance par an. Donc plus on regarde sur des durées courtes, puis on le voit, plus ça augmente vite. Donc ce chiffre-là, on sait qu'il va augmenter. Pour l'instant, je vous dis, les gens ne voyagent pas en avion. 1100 km par personne et par an, c'est juste rien par rapport à la taille du monde. Et c'est ça qui fait que c'est en accélération exponentielle, là on l'a vu. Donc ce chiffre-là, si on fait rien, si on business as usual, on continue dans la société de consommation, il augmente. Les émissions, elles croissent de 3,4% par an, et plus le temps passe, plus ce pourcentage-là va s'élever. C'est important, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Là. Un peu après. Gardez en tête que ça s'accélère le rythme des émissions. Si je regarde maintenant là, les passagers kilomètres, ils sont constitués juste de quoi? Au passage, d'où ça vient tout ça, vous avez les sources qui sont en dessous, j'ai concaténé deux sources différentes pour faire ce graphe. La moitié des passagers kilomètres, là, ça vient des vols internationaux, un quart des vols nationaux, et un quart, ça vient de la marchandise et du fret, et on rapporte ça à des passagers avec une convention que la DGAC et l'ADEME utilisent, qui est super commune en aéronautique. C'est de se dire que une personne dans un avion, c'est ses bagages et c'est aussi son siège. Et tout ça, ça pèse 100 kg. Si la personne n'était pas là et que l'avion de passagers, on le convertit en un avion de fret, un avion cargo pour les marchandises, eh bien, chaque siège qu'on enlève, chaque personne qu'on enlève, on peut la remplacer par 100 kg de marchandises. Et ça permet de tout mettre sur un même graphe et de faire des passagers kilomètres équivalents. Et la convention est la suivante, c'est qu'un passager, c'est 100 kg de fret, ou à l'inverse, une tonne de fret, c'est 10 passagers. Voilà, je referme cette parenthèse de comment on concatène tous ces graphes-là. Ça me servira pour la vidéo 2. Bref, donc les milliards le trafic aérien, lui, il croit, il s'est ri du choc pétrolier, de la guerre Iran-Irak, de la guerre du Golfe, de la crise asiatique, même des attentats du 11 septembre, de la première épidémie de coronavirus, le SARS-CoV, qu'on appelle maintenant SARS-CoV-1, puisqu'il y en a un deuxième, de la crise de 2008. En parlant de SARS-CoV, juste, il y a eu plein d'épidémies au Moyen-Orient d'un autre coronavirus, et on a appelé ça le MERS. Ça est revenu plusieurs fois. Et donc là, comme je vous disais, 2015-2018, plus 7,3% de croissance par an. Alors là, il y a une première quand même inédite, c'est qu'avec cette pandémie de Covid-19, là, qui est provoquée par le SARS-CoV-2,
eh bien là, les passagers, ils ont pris une grosse claque. Je vais juste faire une petite aparté sur les épidémies. Je vous ai parlé donc du SARS-CoV-1, du SARS-CoV-2, je vous ai parlé du MERS aussi à l'instant. Allez voir cette vidéo de Dirty Biology sur les futures épidémies là, que nous vivrons. Merci Léo pour ton travail. Pareil, c'est un travail de qualité, donc j'aime, je partage, je recommande vivement. C'est abondamment sourcé sa vidéo et il nous montre justement, source scientifique à l'appui, que les épidémies sont de plus en plus nombreuses. Nipah, Ebola, Chikungunya, le sida, tout ça. Enfin, de plus en plus, il y a de maladies qui passent des animaux sauvages à l'espèce humaine. La logique, c'est laquelle derrière? C'est tout simplement que les espaces sauvages, on est sans cesse en train de les réduire et que les animaux d'élevage, on est sans cesse, ils prennent de plus en plus d'espace, il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux, on en mange de plus en plus, hein, malheureusement. Malheureusement pour eux, puis c'est pas forcément bien pour nous. Je ferai aussi des vidéos sur d'autres sujets qui traitent de l'alimentation. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc moins d'espace pour les animaux sauvages, plus d'animaux d'élevage. Les animaux sauvages, ils viennent de plus en plus en contact de nos animaux d'élevage pour trouver à manger, juste parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de place. Ils leur transmettent leurs maladies, puis ensuite ces animaux d'élevage nous les transmettent à nous. Donc il y a de plus en plus d'épidémies, et avec l'aviation, je vous ai montré l'animation de l'université d'Yale en intro, ces épidémies, elles partent en pandémie. Enfin, la définition d'une pandémie, c'est une épidémie qui devient mondiale, et les épidémies, elles voyagent en avion. Donc si on continue les avions, et si on continue toute la société de consommation, on aura de plus en plus de choses de type Covid. C'est quand même déjà le troisième coronavirus, hein. Donc bon, donc voilà, une autre raison, on a tout intérêt à changer pour des raisons sanitaires aussi. Bref, je referme cette parenthèse un peu sur les épidémies, comme c'était le moment d'en parler là via cette courbe. Pour vous dire quoi là, les passagers, bon, ils ont pris une grosse claque. D'après l'OACI, le nombre de personnes, il a chuté en moyenne de 55%. Donc là, c'est pas des passagers, c'est des passagers kilomètres, mais en gros, ça va faire la même chose. Comment ça va se remettre tout ça? Les projections, elles nous disent quoi? Elles nous disent que l'économie mondiale, là, elle s'est pris une claque avec le Covid-19, et ce qu'on prévoit, c'est qu'il y a un moment où on rattrape le niveau d'avant Covid, vous voyez, tac, là au bout de quelques trimestres seulement, puis après on fait, en gros ça change rien, on suit la même courbe, la parallèle, mais avec juste un décalage qui est dû à la claque qui a été prise, et puis ça continue comme avant. Bon, l'aviation, vous voyez que là, ça c'est les marchés en développement. Les économies des pays développés, elles ont plus de mal, et leur aviation a encore plus de mal, mais en gros, ce qu'on prévoit, c'est que la claque que l'aviation a prise, elle retrouve le même niveau de passagers en 2025. On va garder ça aussi à l'esprit. Alors, donc pourquoi réduire les émissions de gaz à effet de serre des avions? Maintenant que j'ai dit tout ce préambule-là, je vais vous remontrer ce graphe-là que je vous ai montré en intro. Ça, c'est les émissions uniquement de CO2 que l'humanité a fait chaque année, là, depuis 1900 jusqu'à 2020, en gros. De 2011 à 2020, c'est des projections que j'ai reprises. Et les scientifiques nous disent, pour limiter le réchauffement, il faut faire ça. Voilà, il faut faire des croîtes comme ça, arriver à net zéro en 2060. Comment on fait pour faire des émissions négatives? Si vous regardez la légende, là, vous voyez que le marron, c'est le CO2 qui est émis aujourd'hui par la déforestation et par la dégradation des sols, en fait. Et eh bien, on arrête complètement de déforester et de dégrader les sols. Là, on partait de 5 milliards de tonnes de CO2 en gros émises par an. On arrête ça, et en 2100, vous voyez, on capte presque 5 milliards de tonnes, donc presque autant que ce qu'on dégradait avant. Et en fait, on restaure les sols et on reboise. Et c'est un challenge de malade, hein, ce que nous dit le GIEC, là, qui a fait ce rapport-là, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui fait référence en la matière. Eh bien, ils nous disent que c'est vachement ambitieux quand même ce reboisement, puisque déboiser c'est quand même vachement facile, hein, un coup de tronçonneuse, une allumette, ça y est, c'est déboisé. Alors que là, il faut que les arbres poussent. Donc reboiser au même rythme qu'on déforeste, c'est juste un truc de malade. Et c'est ça qui permet de faire des émissions négatives, en fait, et c'est nécessaire de faire pour que finalement on enlève du CO2 de l'atmosphère, pour une raison toute bête. Enfin, si on veut vraiment être sûr de maintenir 1,5 et pas limiter les conséquences, notamment d'élévation du niveau des mers et de plein de choses, ben, on a même besoin d'enlever du CO2 de l'atmosphère. Donc c'est très très ambitieux en tout cas de faire ça, et ça demande donc une décroissance qui est très forte des émissions. Je vais juste représenter l'aviation là-dessus. L'aviation, avant, on va dire en 2019, en gros les sources sont à peu près unanimes. Si on regarde que le CO2 fait par la combustion des avions, et qu'on compare ça à tout le CO2 émis, c'est 2,5%. Donc souvent l'aviation, enfin les gens dans l'aviation disent mais qu'est-ce qu'on nous embête, on fait que 2,5%, ça va, laissez-nous tranquille. Bah,
Le truc, c'est que malgré la claque Covid, là, 0,5 milliard de tonnes, je vous ai dit, on rattrape le niveau des passagers en 2005 et ensuite on va avoir un niveau d'émission là qui va croître. Donc là, on a rattrapé, puis on a un niveau d'émission qui croît. On était à 3,4% et je vous ai dit que ce chiffre-là, il allait forcément mécaniquement augmenter. Donc on est au minimum à 3%. Bah, attendez, en 2060, l'aviation, elle ne peut pas faire tout le CO2 auquel l'humanité est autorisée. Enfin, désolé de vous le dire, mais le monde ne tourne pas que autour des avions. Et même, on l'a vu, c'est un privilège de riches. Donc s'il y a un truc à arrêter en premier lieu, c'est bien les avions. Comme le Covid l'a montré. Hein, et c'est possible. Donc voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, ça répond à la question pourquoi réduire les émissions de CO2 des avions. Déjà, on peut dire que tout secteur qui ne décroît pas vers zéro émission nette est incompatible de limiter le réchauffement. Déjà, peu importe la température, pas de réchauffement égale on arrête de mettre des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc c'est zéro émission nette. Et puis l'aviation, maintenant qu'on a dit ça, pourquoi l'aviation, elle doit a fortiori réduire? Et bah, elle doit réduire parce que elle peut faire dépasser à elle seule les 1,5 degrés de réchauffement. Comment elle fait pour faire dépasser à elle seule? Bah, tout simplement parce que, en gros, si l'aviation ne réduit pas, ça veut dire que les autres vont pas réduire, parce que on l'a vu quand même, c'est surtout pour les vacances, pour les riches, tout ça, bref. Donc, je veux dire que si l'aviation n'arrive pas à réduire, c'est vraiment un bon test en fait. Si l'aviation ne réduit pas, il est très probable que ça veut dire que tous les autres secteurs n'auront pas réduit. Et tout le monde va se rejeter là-bas, les gens vont dire, attendez, mais pourquoi nous on réduit, les avions ils réduisent pas? Donc voilà, tout le monde attend, donc il y a besoin que tout le monde réduise. Et l'aviation, elle a vraiment un potentiel parce que voilà, elle pourrait suivre cette courbe-là. Alors les gens disent, mais attendez, dans cette courbe-là, mais jamais de la vie. Si on fait des calculs d'ordre de grandeur, on va voir que c'est juste pas possible. Ça voudrait dire que les 8 milliards d'êtres humains, ils voyagent plusieurs fois par an, des Paris-New York, des trucs comme ça. Ça n'arrivera pas. Alors, oui, toute l'humanité, les 8 milliards qui voyageraient comme les gens qui voyagent beaucoup aujourd'hui, non. Mais on a vu que pour l'instant, enfin, je veux dire que 1000 km par an, on peut facilement faire beaucoup plus. Puis il y a des trucs terribles pour le climat qui sont en train de se préparer, notamment le retour de l'aviation supersonique. Ouais, le Concorde, tout ça, on avait mis ça à la trappe, mais dans un rapport environnemental, qu'est-ce que ça vient? Enfin, voilà ce qui est dit dans le rapport environnemental de l'Organisation de l'aviation civile internationale, page 81. Ils nous disent bah, que la vitesse à laquelle les avions volent, elle est restée inchangée depuis les années 60, Mach 0,8. Et que, donc 800 km/h à peu près, et que cependant, enfin voilà, on va bientôt faire une percée majeure dans l'aviation civile qui va réduire notre monde encore plus. C'est l'avion, les vols supersoniques environnementalement responsables. C'est dur à dire. Hein. Alors déjà, deux commentaires sur cette citation-là, moi qui me foutent les boules. Le premier, c'est qu'il va réduire notre monde encore plus. Il faut comprendre par là qu'il va faire que les gens vont voyager pour un oui, pour un non, pour rien. Parce qu'en fait, les transports rapides éloignent les gens pour un truc tout bête. Oui, j'ai parlé de c'est un truc qui s'appelle la conjoncture de Zahavi. Et en fait, les gens raisonnent à temps fixe pour les trajets. C'est-à-dire que si vous faites des moyens de transport qui sont plus rapides, les gens vont s'éloigner. En fait, ils vont juste faire plus de distance et ils consacreront toujours le même temps à voyager. La conjoncture de Zahavi, elle commence à être prise en défaut. On voit que même les gens prennent un peu plus de temps pour voyager. Donc ils prennent plus de temps pour voyager plus vite, donc ils vont vraiment beaucoup plus loin. Et donc voilà, donc ça veut dire que, alors que c'est pas nécessaire, on vient de le voir avec de la socio, des neurosciences, tout ça, enfin bref, de la psychologie sociale cognitive, des études, je vous mettrai vraiment abondamment des choses sur cette chaîne-là, là c'est juste la première vidéo. Hein. Chaque sujet, ça ferait une vidéo d'1 heure. Bref, j'arrête cette digression, je reviens sur la citation. Donc voilà, c'est un truc qui va faire que les gens voyageraient pour un oui, pour un non encore plus, et que ça éloignerait encore plus des gens qu'on aime, donc c'est vraiment pas un truc à faire. Et puis je suis désolé, mais coller le mot environnementalement responsable à supersonique, mais c'est un oxymore, c'est comme dire un viol amical, quoi. Non, ça peut pas. Enfin, l'avion environnementalement responsable, déjà, c'est une blague, on va le voir dans la vidéo 2. Mais alors le supersonique, oh là là là, l'OACI, franchement, là, vous m'avez beaucoup déçu là. Voilà, donc on a des belles photos, mais j'espère que ça restera que des photos, des vues faites par ordinateur, tout ce genre de choses. Hein. Voilà, poubelle. Autre chose qui peut faire exploser le total quand on se dit non mais c'est pas possible de toute façon que l'aviation fasse ça. Si c'est possible parce que il y a aussi des avions dans lesquels il y a des mini-bars, dans lesquels il y a des couchettes, dans lesquels il y a des douches. Ça c'est les avions des ultra riches. C'est peut-être pas ceux que vous prenez là qui regardez cette vidéo, mais ça existe. Hein. Sachez que si vous vous allez à Auckland en Nouvelle-Zélande, un Paris-Auckland, 38 000 km, ça fait à peu près 6 tonnes de CO2 en deuxième classe.
Mais si vous voyagez dans des avions comme ça, parce que justement le voyage est long et tout, vous allez voir votre bunker que vous avez construit en Nouvelle-Zélande, et voilà, en tant que super riche, pour vous prémunir de l'effondrement, eh bien, les gens, en fait, là, vous prenez 10 places de seconde classe avec un truc super luxe. C'est vrai, hein, c'est pas un chiffre qui sort du chapeau. Ça prend vraiment, c'est l'équivalent de 10 passagers. L'ultra luxe, c'est plus que 10 passagers. Donc vous avez 10 fois ces émissions-là. Donc au lieu de faire 5 tonnes, 6 tonnes, pardon, je disais, de CO2, vous en faites 60. On en est où là dans les tonnes de CO2? Donc tout ça, il faut surtout pas le faire. Un Français, une Française en moyenne, c'est 12 tonnes. Donc en un voyage, des ultra riches, ils peuvent en faire 60. Hein. Et ils peuvent faire plusieurs fois ça par an, donc ils peuvent faire des centaines de tonnes. Oui, oui, vous avez bien entendu, des centaines de tonnes de CO2. Plus on est riche, plus on voyage dans le luxe, etc. Bon bref. Aujourd'hui, l'avion, c'est que 500 kilos dans le budget moyen. Ça fait 4% du budget moyen des Français, mais il y a d'énormes inégalités. Cette barre-là, c'est les 10% les plus pauvres. Ils font que 3,8 tonnes d'équivalent CO2 par an et par personne. Et ceux-là, c'est les 10% les plus riches. Là, ils sont à 31. Donc ça, c'est beaucoup l'avion qui fait exploser le total, comme je viens de juste de vous le démontrer avec des ordres de grandeur. Enfin, l'argumenter, c'est pas une démonstration, c'est plutôt l'argumenter. Et donc la moyenne française, elle est à 12 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an, comme je vous l'ai dit. La moyenne monde, elle est où? Elle est à 7 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. Et en fait, c'est cette moyenne-là qu'il faut réduire. Si on dit, bon, la France, on réduit, tous les pays ont réduit pareil, ben, il y a une espèce d'injustice. On ne va pas demander au Rwanda, là, comme on voit sur le graphique, ou je sais pas moi, aux Indiens. Les Indiens, c'est clair que l'Inde, elle émet plus que l'Europe, parce qu'ils sont plus nombreux, mais par personne, ils sont très largement en dessous des Européens et Européennes. On ne peut pas demander à tout le monde de réduire de la même façon ses émissions de gaz à effet de serre. Les gens qui ont le plus contribué, hein, les personnes qui sont en Europe, qui ont le plus contribué, eh bien, il faut qu'elles réduisent plus. Et c'est possible. Hein. Je veux juste vous dire un truc, c'est que moi, en termes de revenus, de patrimoine, en termes de patrimoine, pas en termes de revenus, mais en termes de patrimoine, je suis dans je suis dans cette fourchette-là, là, donc je suis au-dessus de la moyenne. En partant de la fin, là, sur 10 tranches, je suis dans la sixième. En revanche, en termes d'émissions de CO2, je suis à 3 tonnes de CO2 par personne et par an. Enfin, je suis à 3 tonnes de CO2 par an moins. Donc vous voyez, là je fais mon bilan carbone, ouais, je suis largement en dessous. Donc c'est possible de vivre super bien, en fait, et en faisant moi ça. Je vous raconterai tout ça dans d'autres vidéos, bref. Donc une fois qu'on a dit tout ça, là, notre CO2, là, enfin, notre aviation, on ne sait pas ce qu'elle va faire à l'avenir, mais on sait que les ultra riches, tout, le supersonique, le développement de l'aviation, tout ça, ça peut clairement faire compromettre les 1,5 degrés à l'aviation à elle seule, quoi, et en entraînant par effet les autres secteurs, qui se diraient, mais attendez, l'aviation c'est vraiment un privilège de riches, eux ils réduisent pas, pourquoi nous on doit réduire? Hein, encore les gilets jaunes, pareil aussi, pourquoi c'est détaxé alors que nous c'est taxé? Enfin voilà, c'est de l'injustice tout ça. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, donc il faut faire une décroissance. Là, si je regarde juste le gris, là, le gris derrière, c'est les émissions positives de CO2 qu'on fait, qui viennent de brûler des combustibles fossiles des industries. Eh bien ça doit décroître de 8% par an au tout début, puis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ça décroît que de 1% là vers 2100. Mais on a tellement émis, alors que depuis 1990 au moins on sait qu'il faut réduire et qu'on n'a rien fait, franchement, que voilà, plus on attend et plus il faut réduire fort, il faut réduire très fort au début et puis on réduit un petit peu moins fort vers la fin. Voilà, il faut réduire très fort. Pour toutes ces raisons, là je zoome sur l'aviation, combien elle fait. Vous avez déjà vu cette courbe là qui arrive à 1 milliard de tonnes en 2017, 1 milliard de tonnes de CO2 en 2017, l'évolution depuis 1990. Comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui? Probablement comme ça. Là, ça continue à monter jusqu'en 2019, puis ça a pris une sacrée claque avec le Covid en 2020. Là. Comment ça aurait évolué sans Covid jusqu'en 2020 et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire comme décroissance ensuite? Ça, c'est ce que les scientifiques nous disent. J'ai appliqué le même truc, là, 8% de décroissance au début, puis 7, 6, 5, 6, exactement la même décroissance mondiale. Et on l'a vu, c'est un truc qui est vachement favorable à l'aviation, parce que si on met de la justice climatique, etc., en fait, il faut faire décroître beaucoup plus les pays qui prennent l'avion. Donc du coup, rien que ça fait ça. Et puis, quand on va arbitrer entre différents secteurs, il y a des secteurs qui vont clairement pas pouvoir réduire là tout de suite maintenant, genre l'agriculture, etc. Alors que les avions, on a vu avec le Covid qu'ils peuvent réduire du jour au lendemain, et que c'est vraiment un truc de riche, etc. Donc gardez à l'esprit que cette courbe-là en noir, c'est une courbe qu'il faut juste ne jamais que l'aviation dépasse. Et que c'est vachement sympa pour l'aviation. Ça n'a pas l'air comme ça, là vous pouvez dire, mais non, mais quel con ce type-là, etc. En tout cas, enfin, voilà, c'est une courbe vachement sympa si on se fixe comme objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. À 2 degrés, elle décroît un peu moins vite, mais elle décroît toujours vers net zéro. Le pourcentage de décroissance, c'est plutôt 5% par an au lieu de 8. Mais après, le raisonnement est le même.
Voilà, donc ça répond à la question de combien réduire les émissions de CO2 des avions. Je ne peux pas vous donner un chiffre là comme ça dépend des années. En fait, l'aviation, elle a le droit de réaugmenter, elle a le droit de ne pas réduire ses émissions. Là, c'est vrai qu'elle s'est pris une grosse claque et je comprends qu'il y a beaucoup d'emplois, qu'il y a plein de gens du secteur, donc là, elle va remonter, a priori. Et je suis complètement OK avec ça. Moi, tout ce que je dis, c'est que pour limiter le réchauffement climatique, elle a le droit de remonter et ce serait vraiment super qu'elle ne dépasse jamais la courbe noire. Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc à ne jamais dépasser. Voilà, je voulais argumenter. Donc finalement, à quoi sert l'avion si on se résume? Ben, principalement aux riches Européens et Européennes à voyager en Europe. Est-ce qu'on pourrait être heureux sans les avions? Bah, complètement. On était aussi heureux en 1973 sans voyager autant, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis en plus, voilà, une société qui fait du bien-être sa finalité sera plus heureuse que la société de consommation actuelle. Et il n'y a vraiment pas besoin des avions. Ce qui nous rend heureux, c'est la proximité avec nos proches, justement, et le temps qu'on passe avec eux et avec elles. Et pourquoi combien réduire les émissions de CO2 des avions? Bah, il faut vraiment réduire les avions parce que c'est vraiment, voilà, comment dire, comme c'est pas nécessaire, si les avions réduisent pas, ça va donner des arguments à tous les autres secteurs pour ne pas réduire. Donc l'aviation, elle a vraiment un devoir d'exemple à fournir, au moins pour ça, qu'elle-même seule, elle peut faire capoter le 1,5 degré, avec ses perspectives de croissance qui sont très inquiétantes d'un point de vue du climat, en tout cas qui moi m'inquiètent beaucoup. Et voilà, de combien les réduire? Ne jamais passer sous cette courbe noire. Je ne peux pas faire une réponse là comme ça, résumer ça, mais en gros, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, du moment que ça dépasse jamais la courbe noire, en termes d'émissions. On va voir dans la deuxième chose, parce que là on peut dire, ah ouais, mais ça veut dire qu'on voyage plus. Bah peut-être pas, parce qu'on a vu que la technologie peut améliorer les choses. Ça veut pas dire que c'est pas les passagers là, c'est vraiment les émissions de CO2. Il faut pas qu'elles fassent plus d'émissions de CO2. Alors on va voir qu'il n'y a pas que le CO2 qu'il faut compter, il y a plein d'autres gaz à effet de serre, donc on verra ça dans l'autre vidéo. Est-ce que c'est le transport le plus émetteur? Donc voilà, question 5 là. Et puis question 6, comment réduire ces émissions? On va le voir, il n'y a pas que la réduction des passagers, il y a aussi la technologie qui peut faire une certaine partie. On va discuter ça la prochaine fois. Et on fera une petite conclusion sur est-ce que c'est la fin des avions ou le début d'un monde plus agréable. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo ou appris des choses intéressantes, sentez-vous complètement libre de liker, de partager, de vous abonner et surtout activez bien la cloche avec toutes les notifications pour voir quand la partie 2 sera disponible. Et puis je vais faire énormément de vidéos, comme je vous ai dit, sur ce sujet-là. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Surtout, vos commentaires, ils vont me servir pour voir les trucs que j'ai mal dit. Moi, c'est juste ma première vidéo aujourd'hui, donc il y a peut-être des choses en tout cas qui sont encore, probablement beaucoup de choses encore qui sont ajustées. Je fais du mieux que je peux. Donc voilà, vous pouvez me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire, même si c'est désagréable. Souvent, les gens qui me connaissent, j'arrive à me faire insulter par des gens et après aller boire une bière avec eux, donc j'ai aucun souci avec ça. Enfin, m'insulter, pas trop de trolls non plus, mais voilà, je gère, il n'y a pas de souci. Et voilà, dernière chose, gardez en tête que l'avenir n'est pas écrit, il est ce qu'on en fera, et on peut vraiment avoir un monde plus durable et plus agréable. Ça, je vous raconterai beaucoup ça sur la chaîne. Sur ce, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt pour de nouvelles aventures.